Bonjour, dans cette 11e capsule vidéo, je vais continuer dans la même lancée que la capsule précédente, donc toujours de parler des procédures personnelles versus les algorithmes, mais cette fois-ci pour la multiplication. Donc l'objectif de la capsule, ça va être de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant en lien avec la multiplication les raisonnements, les conceptions, difficultés, erreurs possibles, ainsi que des interventions appropriées. Donc, dans la progression des apprentissages en maths, on avait été voir la dernière fois où ça se situait pour les additions et soustractions. C'était plus au premier, deuxième cycle. Et là, on va voir que pour la multiplication, ça va être plus au deuxième et troisième cycle. Donc, on va voir par exemple que au deuxième cycle, ce qu'on va faire, c'est avec des processus personnels. L'élève va utiliser du matériel, des dessins, va déterminer le produit ou le quotient d'un nombre naturel à 3 chiffres par un nombre naturel à 1 chiffre. Puis il va exprimer le reste de la division sous forme de fractions selon le contexte. Donc, on reviendra en fait pour la division là, dans la prochaine capsule vidéo. Puis, à l'aide des processus conventionnels, il va déterminer le produit d'un nombre naturel à 3 chiffres par un nombre naturel à 2 chiffres au troisième cycle. Donc, personnel d'abord au deuxième cycle, puis au troisième cycle avec les processus conventionnels ou les algorithmes. Puis, on verra dans le fond, en lien avec la prochaine vidéo, que toujours avec les processus conventionnels, mais pour la division, ça sera aussi au troisième cycle. Puis pour le quotient, ça va être un nombre naturel à 4 chiffres divisé par un nombre naturel à 2 chiffres. Donc ça va jusqu'à ce point-là. Et là, le reste de la division, il peut s'exprimer sous la forme d'un nombre en écriture décimale sans dépasser la position des centièmes. Donc là, j'ai déjà annoncé pour la prochaine vidéo pour la division, mais on va se restreindre à la multiplication pour cette vidéo. Donc, on va commencer par des processus personnels, procédures personnelles comme je l'avais fait dans la vidéo précédente. Donc, voici ici une production d'élèves qui a fait 8 fois 15, qui arrive au résultat de 120. Donc, je vous invite en fait à faire pause pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Puis, ce qu'on peut remarquer dans le fond, c'est que l'enfant ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait 8 ici par 15. Et il a compris, dans le fond, un peu en lien avec, probablement un peu en lien avec la disposition rectangulaire, là, comme on a vu, là, qui est un des sens de la multiplication. Donc, il a fait 8 fois 15, puis il compte finalement, il y a combien de petits carreaux ici dans un grand rectangle de 8 par 15. Et là, il a séparé, dans le fond, son 15 ici, on le voit plus ou moins bien, là, mais comme s'il y avait ici à 10. Donc, il a fait un 8 par 10 ici pour faire 80. Et il a fait ici après un 8 par 5, ce qui reste, pour faire 40. Donc, il a vraiment séparé, dans le fond, le 8 par 10 et 8 par 5. Et le 80 plus 40, ça donne 120. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, cette façon-là fonctionne. Les raisonnements mathématiques derrière, c'est l'idée de disposition rectangulaire et de séparer, dans le fond, décomposer mon 15 en 10 plus 5. Et 8 fois 15, ça va être égal à 8 fois 10 plus 8 fois 5, dans le fond. Ce qui serait une propriété, en fait, de la distributivité. Puis, les avantages et limites, un avantage, c'est que ça fonctionne bien, on peut rester dans le sens, on voit bien aussi, on pourrait compter tous les carreaux, si on voulait, on pourrait compter qu'il y en a vraiment 120 ici. Par contre, une limite, c'est que ça devient assez long, en fait. On a beaucoup de... c'est quand même un peu plus long à compter là, si on voulait compter les 120. Et on serait un peu limité aussi si on voulait faire 23 fois 37. Ça serait plus long parce que là, il faudrait compter jusqu'à 23 ici, par 37, bon, tout ça. Donc, ça devient moins efficace, en fait, si les nombres sont un peu plus grands. On pourrait faire des liens avec le matériel, donc les blocs en base 10 puis le tableau de numération. On aurait pu très bien, en fait, aller représenter chacun des 8 ici par 8 petits blocs qu'on aurait mis ici et 15 par une dizaine et 5 unités à côté. Et on aurait pu faire le produit de 8 par 15, puis aller voir, dans le fond, ça me fait, j'aurais eu 8 dizaines ici, 8 fois 10, puis 8 fois 5, j'aurais eu 40 petits blocs ici, pour bien faire l'équivalent des 120. Maintenant, je vous demanderais de regarder, en fait, cette autre multiplication par tableau, où le calcul, ce qui est fait, c'est 32 par 43, 32 fois 43. Et je vous demande, il arrive comme résultat ici à 1376. Je vous demande de m'expliquer comment le résultat 1376 a été obtenu. Donc, on peut remarquer qu'encore une fois, c'est une question de décomposition. Donc, le 32 a comme été
décomposé en 10 plus 10 plus 10 plus 2. Dans le fond, 3 dizaines et 2 unités. Puis 43 a été séparé en 4 dizaines et 3 unités. Et là, encore là, sous l'idée de multiplication au sens de disposition rectangulaire, ben, on dit, ben, OK, à chaque fois que j'ai un 10 par 10, en fait, j'ai une centaine. C'est l'équivalent d'une centaine comme ça. Et à chaque fois que j'ai ici, ben, 2 par 10, en fait, j'ai comme 2 dizaines. Je prends 2 fois les dizaines. Puis ici, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ces rectangles-là ici? C'est 10 par 3. Donc, c'est comme si j'avais 3 dizaines. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ben, j'ai des centaines. J'en ai combien? J'en ai 12. Donc, 12 centaines, 1200. Ici, en haut, j'ai des 2 fois 10, donc j'ai des 20. Ici, des paquets de 20. Donc, et j'en ai 4, donc j'ai 80. Donc ici, il y a un 80 qui apparaît. Ici, on a dit 30, 3 par 10, donc 30 fois 3, donc 90 qui apparaît ici. Et finalement, en haut, 2 par 3, 6. Donc, bon, l'image est floue et c'est bien correct parce que je voulais justement que vous puissiez chercher à comprendre sans que tout soit écrit clairement puis que vous puissiez un petit peu deviner qu'est-ce qui aurait pu être écrit. Donc, et là, ce qui reste à faire après, une fois qu'on a 1200, 90, 80 et 6, ben, c'est à faire l'addition de tout ça soit avec l'algorithme ou donner du sens comme on l'a vu dans la vidéo précédente, puis on arrive à 1376. Donc, encore une fois, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne toujours. Toujours à peu près les mêmes raisonnements que la méthode précédente. En termes d'avantages, c'est que si je n'ai pas besoin de représenter vraiment les 43 petites lignes comme c'était le cas ici, où j'avais fait 15 par 8, là, vraiment voir toutes les petites lignes. Ici, c'est comme si il y a un niveau d'abstraction où je ne vois pas toutes les étapes intermédiaires, les 10, mais je dis, oui, ça c'est 10. Et ça me permet de voir l'équivalent de faire des liens justement avec mes plaquettes de 100, avec mes bâtonnets de 10 et mes unités. Puis, comme avantage, là, c'est vraiment plus efficace en fait que la méthode précédente. Comme limite, bon, on pourrait dire que c'est plus efficace, mais ça demeure encore moins efficace que l'algorithme. Donc, l'algorithme serait au plus haut niveau d'efficacité, mais comme on a vu pour la vidéo précédente, l'algorithme a une perte de sens. Donc, ici, on voit vraiment tout ce qui est, on peut appeler ça les produits partiels. Hein. Ça revient vraiment, dans le fond, à 30 fois 40, 1200, puis 30 fois 3, 90, puis après ça, 2 fois 40, 80, puis 2 fois 3, 6. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits partiels. Donc, c'est vraiment décomposer 32 en 30 plus 2, puis 43 en 40 plus 3, puis après décomposer chacun 30 fois 40, 30 fois 3, 2 fois 40 et 2 fois 3. Ce qui est un lien direct avec l'algorithme, mais qui est moins, qui prend plus d'espace, disons, qui est moins compact que l'algorithme. Une autre façon, ce serait multiplication par cercle. Donc, si on voit que 3 fois 4 égale 12, puis 8 fois 5 égale 40, je vous laisse essayer de voir comment la personne, comment cet enfant-là procède. Bien, ici, on peut remarquer dans le fond qu'il y a 3 cercles et qu'il va faire 4 lignes, en fait. Et ce qui va compter, tout simplement, c'est le nombre d'intersections ici, là, le nombre de fois où ça croise. Donc, il va compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi? Parce que j'ai comme 3 cercles qui vont croiser avec 4 lignes, donc 3 fois 4, 12. Donc, si ça semble fonctionner, est-ce que ça fonctionne tout le temps? 8 fois 5, même principe, il y a 5 cercles et il y a 8 lignes. Et ben là, il va compter ici, ben, il y en a 5. Et là, il sait que faire par bond de 5. Donc, on voit qu'ici, il n'a pas fait les petits points comme ici. Donc, il fait par bond de 5 directement. Donc, j'en ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc, ça fonctionne. Donc, le raisonnement mathématique derrière ici, ça serait vraiment de faire, dans le fond, par bond, faire des bonds ici des bonds de 3 fois 4, des bonds de 5 qu'on fait 8 fois. Donc, ça fonctionne. C'est l'idée, en fait, d'une addition répétée, si on veut. Comme avantage, ben, ça permet de voir, encore une fois, on pourrait voir chacune des intersections, on peut même les compter, on peut les dénombrer ici pour bien les voir. Mais comme limite, c'est que justement, s'il faut toutes les voir, ben, ça en prend beaucoup, donc c'est un peu plus long. Et là, ça va relativement bien pour 3 fois 4 ou 8 fois 5. Encore une fois, si je faisais 16 fois 37,
ça serait pas mal plus pénible à faire, là, les 16 cercles avec les 37 lignes et tout ça, on s'y retrouverait plus, ce serait plus très efficace. Mais, donc, ça serait une limite, mais pour des nombres assez petits, ça peut être possible, on peut faire des liens encore là avec le matériel. On va prendre un exemple maintenant de multiplication, donc 53 fois 9. Voilà, cette fois, ça y est. Donc, 3 fois 9, 27. Donc, j'écris 7 pour les unités. 2, 9 fois 5, 45, plus 2, 47, 47. Donc, ça revient à ça ici, 9 fois 3, 27, 9 fois 5, 45, plus les 2, 47. Donc, si sans donner de sens, je le fais comme ça, très machinalement, et ça fonctionne, c'est très efficace, ça prend peu de place, et ça me donne rapidement le résultat de 477. Maintenant, je vous demanderais si vous aviez à le faire mentalement. Ce calcul-là, 53 fois 9, prenez le temps de le faire mentalement et de faire ressortir là, la stratégie que vous avez utilisée à ce moment-là. Donc, si probablement que vous n'avez pas fait dans votre tête la même chose que l'algorithme, donc d'autres procédures en fait qui peuvent fonctionner, encore là, il y en aurait plusieurs, mais je vais en montrer juste deux ici pour montrer que ce serait possible de procéder différemment. Mais on pourrait faire une procédure collection, donc centrée sur les quantités. Donc, de faire 53 fois 9 en commençant par la droite. Donc, on va commencer avec multiplier les multiples de 9. Donc, on va faire multiples de 10, pardon. Donc, on va faire 9 fois 50, 450. Puis, on commence par la gauche, en fait, pardon. On commence par la gauche. Donc, on va faire 9 fois 50, puis après ça, 9 fois 3. Donc, 9 fois 50, 450, 9 fois 3, 27. Puis, il nous reste à additionner. 450 plus 27 nous donne 477. On pourrait aussi procéder d'une autre façon avec les multiples de 10 ou de 100. Donc, si on prend 53 fois 9, on pourrait y aller avec le multiple de 10 le plus près. Donc, au lieu de faire 53 fois 9, on peut faire 53 fois 10, ou 53 fois 10, ou 10 fois 53, ce qui nous donne 530. Donc, ça se fait bien mentalement. Mais là, ici, je ne le veux pas 10 fois le 53, je le veux 9 fois. Donc, j'ai 53 en trop. Donc, il me reste à enlever 53 à 530. 530 moins 53, je peux enlever 30 et 23. Donc, si j'enlève 30, ça me fait 500. Si j'enlève 23, ça me donne 477. Donc, c'est possible que vous ayez procédé à une de ces deux façons-là de calcul mental. Il y en aurait d'autres qui existent aussi pour montrer que on peut... La façon la plus simple peut-être pour nous de le faire mentalement, c'est pas nécessairement l'algorithme. Mais l'algorithme, à l'écrit, est très rapide, ne prend pas beaucoup d'espace. On entend aussi parler des fois de trucs magiques, là, comme quoi il y a des trucs pour la multiplication avec les doigts, par exemple. Mais ces trucs-là, souvent, convoquent plus de magie, ont plus un effet là, de « Oh, wow, ça fonctionne », mais sans qu'on sache pourquoi, sans travailler sur le sens. Donc, si j'en ai mis deux, il y en a plusieurs qui existent, mais j'ai mis deux liens si ça vous tente d'aller voir. Moi, je trouve qu'une question intéressante avec ce genre de vidéo-là qui explique, dans le fond, qu'on peut faire calculer à peu près n'importe quelle table sur les doigts, là, des 8 x 7, 8 x 9, etc. Puis une autre qui est juste pour les tables de 9 directement avec les doigts. Genre de question intéressante qu'on pourrait poser avec ces vidéos-là, c'est pourquoi ça fonctionne. C'est plus ça qui est intéressant que de dire, bon, on l'apprend et on ne sait pas trop pourquoi, mais ça fonctionne. C'est un truc plus relié à la mémoire, en fait. Ensuite, bon, on va aller regarder l'algorithme conventionnel de multiplication un peu plus attentivement, puis on va essayer de verbaliser en donnant du sens. Donc, si je veux faire 46 fois 3, je peux dire, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 fois, je vais essayer, tantôt j'y étais vite sans faire de sens, je vais essayer maintenant d'accorder une importance particulière à la position. Donc, 3 unités fois 6 unités, ça me donne 18 unités. Donc ici, dans mon nombre final, dans mon produit, je vais aller écrire, dans le fond, je vais respecter les positions unités, dizaines, centaines. Donc j'ai 18 unités et je sais que quand je suis en base 10, quand j'ai 10 unités, je peux les échanger pour une dizaine. Mes dizaines ici, ils sont dans ma colonne des dizaines, donc je vais aller, mes 18 unités, je vais mettre une dizaine et 8 unités. Je vais continuer maintenant avec 3 fois 4, mais c'est pas 4, il vaut pas 4 en fait, il vaut 40, donc c'est 3 fois 4 dizaines. Donc si je prends 3 fois 4 dizaines, ça me fait 12 dizaines, plus la dizaine de tout à l'heure, donc ça me fait 13 dizaines. Donc 13 dizaines, je peux l'écrire directement comme ça, ou je peux dire 13 dizaines, en fait, c'est 3 dizaines et une centaine, parce que 10 dizaines me donne une centaine, ce qui me donne 138. Si j'y allais maintenant d'une multiplication d'un nombre de 2 chiffres par 2 chiffres, donc 34 fois 12, je vais commencer encore là par les unités. Donc 2 fois 4 unités, ça me donne 8 unités.
2 fois 3 dizaines, ça me donne 6 dizaines, donc j'écris 6 dans la colonne des dizaines. Après ça, ben, j'ai fait le 2 ici. Des fois, il y en a qui vont des enseignantes qui vont proposer de le barrer. C'est pas obligé de le barrer, mais on pourrait dire on a terminé avec le 2, donc on le barre. Et là, il nous reste le 1. C'est un qui vaut 10, donc c'est une dizaine. Et là, je fais une dizaine fois 4 unités. Ben, une dizaine fois 4 unités, ça me donne, ou 4 fois une dizaine, ça revient à 4 dizaines. Donc ici, le 4, je dois aller le placer dans les dizaines. Donc 4 ici dans les dizaines. Et c'est pour ça qu'on place un 0. C'est qu'ici, on est déjà rendu dans les dizaines à cause du 1. Donc, on n'aura pas d'unité rendue au 1 parce qu'on est déjà des dizaines fois des unités. Donc, ici, on place le 0 pour les unités et on a 4 fois une dizaine, donc 4 dizaines. Puis après ça, on va avoir une dizaine fois 3 dizaines. Si je prends 10 fois, en fait, 3 dizaines, ça revient à ça, dans le fond, une dizaine fois 3 dizaines, ça va me donner 3 centaines. Donc, 3 centaines, je vais aller le mettre ici dans la position des centaines. Puis, il me reste ensuite à additionner. Ici, j'ai deux produits partiels. Donc, je vais avoir le 68, en fait, qui revient à 2 fois 34. Puis, le 340 revient finalement à 10 fois 34. Donc, c'est comme si j'ai décomposé, en fait, mon 34 fois 12 par 34 fois 2 et 34 fois 10. Ça revient à ça, dans le fond, ce qu'on a fait. Bien, il me reste à additionner maintenant. Donc, 8 unités au total. 10 dizaines, donc je mets 0 dizaine parce que je convertis mes 10 dizaines en une centaine, que je vais rapporter ici. Puis, ça me fait 4 centaines. Donc, 4 centaines, 0 dizaines et 8 unités, 408. Donc, est-ce que je pourrais expliquer avec du matériel? Certainement, je pourrais aller faire un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le procédure personnelle, là, ici, 34 fois 12. J'aurais pu faire le même principe, mais venir ici faire 34 fois 12, le même principe que ce que j'ai fait, mais avec mes blocs, mes unités dizaines, centaines. Est-ce que j'aurais pu utiliser le tableau de numération? Oui, j'aurais pu venir ajouter, même souvent les enseignants vont le faire, vont venir ajouter le CDU, là, donc centaines, dizaines d'unités, pour donner un sens, dans le fond, rester collé au positionnement. Puis on va voir tout à l'heure qu'on pourrait même utiliser le boulier pour la multiplication. Je vous rappelle que là, bon, j'ai fait une multiplication de 2 chiffres par un chiffre, de 2 chiffres par 2 chiffres. Au troisième cycle, on se rend jusqu'à 3 chiffres par 2 chiffres, mais ça serait le même principe que ce que je viens de faire là. Donc là, je vous pose dans le fond quelles erreurs les élèves pourraient faire en opérant. Donc, je vous demande de me nommer 2 erreurs conceptuelles que les élèves pourraient faire en opérant l'une de ces multiplications. On va aller en voir quelques erreurs possibles. Donc, il peut y avoir des erreurs liées au groupement, au sens de la retenue, au second terme aussi à 2 chiffres. Donc, quand j'utilise, j'aime pas trop le mot retenue, là, mais à chaque fois qu'on va écrire les petits 1 ou les petits 2, là, parce qu'on va reporter là, des dizaines ou des centaines pour la suite, on pourrait avoir des erreurs liées à ces groupements-là, au sens de la retenue, ou au second terme à 2 chiffres. Donc, ça veut dire, par exemple, ici, au second terme, quand je suis rendu à 1, de bien comprendre que c'est une dizaine que je vais multiplier, et donc il faut que je tienne compte de ça dans mon positionnement. Il pourrait y avoir des erreurs de positionnement, donc un élève pourrait multiplier colonne par colonne. Donc, si je reviens ici, il pourrait faire 2 fois 4, 8, 3 fois 1, 3, et ça lui donnerait 38 par exemple. Il pourrait y avoir une erreur associée au sens du 0. Donc, un nombre multiplié par 0 va donner ce nombre. Donc, 7 fois 0 donne 7 par exemple. Et là, la confusion viendrait de l'addition. Hein. On a vu que 7 plus 0 donne 7. Et là, ils vont transposer un peu cette même idée-là de 7 fois 0 donne 7 aussi, alors que ça devrait donner 0. Ou une autre erreur liée au 0, bien, en présence d'un 0, il va l'ignorer puis il va multiplier sans ce chiffre, ce qui ne fonctionnera pas. Si on fait 30 fois 4, bien, ce n'est pas la même chose que 3 fois 4, évidemment. Le sens de la retenue, bien, il pourrait ignorer la retenue, pourrait pas faire la retenue puis écrire chacune des réponses partielles, pourrait additionner la retenue avec le premier facteur avant de multiplier par le deuxième facteur. Donc, par exemple, ici, au lieu de faire le 3 fois 4 plus 1, donc 3 fois 4, 12 plus 1, on pourrait faire 3 fois 5. Donc, vraiment d'additionner la retenue avec le premier terme avant de le multiplier par le deuxième. Donc, ce qui causerait une erreur, qui fait 3 fois 5, donc 15. Donc, ça ne fonctionnerait pas ici. Ce serait une erreur liée à la retenue. Puis, il pourrait multiplier la retenue seulement. Donc, ici, au lieu de faire 3 fois 4
et à la fin plus 1, on pourrait faire juste 3 fois 1 en oubliant le 4 par exemple. Donc la retenue peut amener plusieurs erreurs conceptuelles. Puis une autre erreur aussi, ce serait d'aligner les chiffres des deux réponses les uns vis-à-vis les autres en dessous, là, donc sans tenir compte du zéro. Donc encore là, de ne pas... Toutes ces erreurs-là, en fait, découlent d'une erreur de positionnement, pas tenir compte de la positionnement puis du sens du nombre. D'où l'importance de travailler, d'avoir fait un gros travail préalable avant d'en arriver au troisième cycle à utiliser ces procédures conventionnelles. Maintenant, c'est quoi les éléments clés autour de l'algorithme de multiplication? Pourquoi ça fonctionne? Ben ça, comme je disais, il s'appuie directement sur le système de numération, donc en particulier l'aspect positionnel. Donc des unités fois des dizaines, ça donne des dizaines. Des dizaines fois des dizaines, ça donne des centaines, par exemple. Bon, on fait appel aux tables de multiplication. Donc, quand on va multiplier 3 par 6, il faut connaître les tables et savoir que ça donne 18. Donc, ça, c'est un élément clé aussi. Pour les retenues et l'ajout du zéro, ben oui, ça permet d'être plus compact dans l'écriture en écrivant seulement les retenues et les zéros, mais il y a une certaine perte de sens, en fait. On va voir tantôt que si on écrivait tous les nombres là, avec les produits partiels, on est déjà un peu plus proche du sens, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Puis on peut utiliser le matériel comme support, bloc en base 10, tableau de numération, on verra le boulier tout à l'heure. Puis on pourrait même avoir recours à un contexte, par exemple, qui pourrait être un contexte où à chaque fois, mais c'est un contexte avec des pommes, puis chaque pomme, donc chaque unité, c'est une pomme en fait. Quand j'ai une dizaine, c'est qu'en fait, quand j'ai 10 pommes, j'en fais un sac. Donc chaque dizaine, c'est un sac de pommes, c'est 10 pommes. Et quand j'ai 10 sacs, c'est l'équivalent d'une centaine de pommes, ben, moi, en fait, c'est quand j'ai 10 sacs, je les mets dans une caisse. Donc, si j'avais, par exemple, 324 pommes, ça serait équivalent à 3 caisses, 2 sacs et 4 pommes, par exemple. Donc, en ajoutant un contexte comme ça, peut-être que ça peut aider à visualiser, à comprendre. On pourrait faire des dessins aussi, sans même utiliser du matériel. On pourrait utiliser un contexte, mais y aller avec les dessins. Puis, l'estimation aussi, c'est un moyen de validation. Donc, d'estimer le résultat, ça peut aider à prévenir des erreurs, justement. Donc, avant même de faire le calcul, de dire ça devrait donner combien à peu près. Et là, s'il y a une erreur de positionnement, par exemple, on ne tient pas compte du zéro et que tout est décalé, ben là, on va bien voir que ça ne concorde pas avec l'estimation. Puis là, très important, l'algorithme, il est fait pour fonctionner sans avoir à le comprendre. C'est ça la force de l'algorithme, c'est qu'on le fait un peu machinalement. Mais avant d'en arriver là, c'est important dans l'apprentissage de donner du sens, c'est même essentiel. Donc, c'est vraiment, vraiment important de retenir ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avant d'en arriver au point où vous en êtes, c'est-à-dire de l'utiliser directement sans trop réfléchir. Donc, on va essayer de donner du sens justement avec du matériel. Donc, j'ai la situation suivante. Donc, Antoine prépare sa fête pour son 7e anniversaire. Il invite 16 amis, parce qu'il aime les nombres carrés comme 16. Et il veut préparer à chacun un sac de bonbons et à leur remettre en surprise, sachant qu'il choisit de mettre 23 bonbons, parce qu'il aime les nombres premiers, 23. Donc 23 bonbons par sac, combien de bonbons a-t-il besoin au total? Donc là, j'aimerais qu'avec vos blocs en base 10, que vous résolviez ce problème-là en pratiquant de votre côté votre verbalisation. Parfait, donc allons-y. Moi, de mon côté, j'ai utilisé les blocs en base 10 pour représenter, dans le fond, 16 fois 23 bonbons. Donc on a ici 16, l'équivalent de 16 bonbons, donc une dizaine de bonbons et 6 bonbons. Puis ici, nos 23 bonbons, 2 dizaines de bonbons par 3 bonbons. Donc, on pourrait utiliser le contexte comme les sacs tout à l'heure. Donc, on aurait ici un sac de 10 bonbons avec 6 bonbons individuels, puis 2 sacs de bonbons avec 3 bonbons individuels. Et là, quand je vais multiplier, quand je prends, dans le fond, 10 par 10, 10, ça reviendrait, dans le fond, à 10 sacs. 10 sacs, on a vu tantôt que ça pourrait être une caisse. Donc, j'ai une caisse de bonbons, par exemple, où je vais avoir mes 100 bonbons. Quand je vais avoir ici un bonbon par un sac, ben, ça me fait un sac. Donc, ici, je vais avoir un sac, j'ai 6 sacs ici. Même chose ici, 6 sacs et une caisse de bonbons. Ici, un bonbon par un sac, je vais avoir 3 bonbons fois un sac, ça va me donner 3 sacs de bonbons. Et ici, 3 bonbons fois 6 bonbons, ça va me donner mes 18 bonbons individuels. On voit un peu moins bien, là, mais il y a 18 petits cubes. Donc maintenant, si on va aller voir combien que ça donne de bonbons en tout, une fois qu'on les a représentés, bien, on peut aller faire
aller regarder ici, j'ai combien de centaines, combien de dizaines, combien d'unités. Donc, j'ai ici 2 plaquettes de 100, donc 200 bonbons. J'ai ici 12, ou 2 caisses, si je voulais rester dans mon contexte plutôt. J'ai 12 sacs de bonbons ici, donc 12 dizaines, donc 120. J'ai 3 sacs de bonbons ici, donc 3 dizaines, 30. Et j'aurai ici 18 bonbons individuels, donc 18. Si je les aligne bien ici en tenant compte de mes centaines, dizaines et unités, je vais arriver à la somme de 368. Et après ça, ben, ça peut être intéressant de comparer, dans le fond, avec l'algorithme très compact, puis l'algorithme un petit peu moins compact. Donc, si on regarde l'algorithme compact, je fais 16 fois 23, ben 3 fois 6, 18, je mets 1 en dizaines, 3 fois 1, 1 plus 1, 4. Après ça, 2 fois 6, 12. J'ai mis un 0 ici, donc 2 fois 6, 12. Donc, je mets 2 en dizaines et 1 en centaines. 2 fois 1, 1 plus 1, 3. 320. Et 320 plus 48 donne 368. Là, j'ai fait l'algorithme comme je pourrais faire dans ma tête, mais évidemment, ça ne fait pas trop de sens. Si déjà, je voulais essayer de donner un petit peu plus de sens en écrivant... donc, je vais faire le même principe, mais en donnant un petit peu plus de sens, et on va voir que ça va revenir exactement à ma façon de procéder ici là, avec mon matériel. Donc, si j'avais voulu décomposer, en fait, que 16, en fait, c'est comme 10 plus 6, et que 23, c'est 20 plus 3, un peu comme je l'ai fait ici, ben je commencerai par 3 fois 6, 18. Après ça, 3 fois 10, 30. Après ça, j'ai 20 fois 6, 120. Et 20 fois 10, 200. Donc ici, j'ai réutilisé les mêmes nombres, mais j'ai fait comme 4 produits partiels. C'est la méthode des produits partiels. Et en tenant compte de la valeur de chacun. Donc, c'est pas juste 2 ici, mais c'est 20. Par exemple. Et là, il me reste à additionner et ça donne bien 368. Et on peut remarquer que c'est exactement les 4 nombres. 4 mêmes nombres, c'est 18, 30, 120 et 200. C'est exactement les 4 mêmes nombres. Donc, on peut tranquillement utiliser du matériel puis tranquillement aller vers cette méthode-là ici, qui est la méthode des produits partiels, et tranquillement après ça, passer de cette façon-là à cette façon-là, qui est un peu plus compacte, qui va permettre, au lieu de faire le 18 et le 30 ensemble, ben qui vient à 10 fois 3 puis 6 fois 3, de l'écrire directement pour trouver ici le 48, là, donc 3 fois 6 puis 3 fois 10. De mettre ensemble pour faire 48. Même chose ici pour le 120 et 200, de le regrouper pour le 320. Donc, graduellement, si on voulait voir la progression, ce serait avec du matériel, donner du sens, où on peut voir justement les bonbons, les sacs de bonbons, puis les caisses de bonbons. Après, on peut y aller par produit partiel ici, où on voit aussi, on peut faire des liens avec les 4 zones et ce qu'on a ici. Puis après ça, on veut y aller un peu plus compact encore. Voici notre algorithme plus traditionnel. Si on voulait utiliser le boulier pour faire 18 fois 5, s'il n'est pas complété, là, j'ai fait 18 fois 2. Donc, on pourrait utiliser, dans le fond, plus loin le boulier pour dire, bon, ici, j'ai fait une fois le 18 là, qui est en rouge, puis j'ai fait une autre fois le 18 en bleu. Donc, à chaque fois, j'ajoute une dizaine et 8 unités, une dizaine et 8 unités. Et là, je pourrais continuer comme ça, en ajoutant une 3e fois le 18, puis une 4e fois, puis une 5e fois, et voir qu'est-ce que ça me donne. Et là, je peux garder faire les échanges après, donc arriver à la fin et dire, bon, mais ici, là, est-ce que je peux échanger donc un paquet de 10 pour mettre à la place une dizaine? Donc, enlever 10 unités pour mettre une dizaine. Donc, je peux le faire à la toute fin, ou je pourrais le faire aussi au fur et à mesure. Je pourrais même, à partir de maintenant, dire, bon, j'ai 18 fois 2 présentement. Et là, si je veux ajouter une autre fois 18, ben 18, c'est quoi? Oui, c'est une dizaine et 2 unités, mais je pourrais dire aussi, c'est 2 de moins que 20. Donc, je pourrais dire, ben, j'ajoute 2 dizaines, mais j'enlève 2. J'ajoute une autre fois 18. Donc, j'ajoute 2 dizaines et j'enlève 2. Puis, une dernière fois, j'ajoute 2 dizaines et j'enlève 2. Et là, il me restera à voir, après, j'ai eu combien de dizaines, il me reste combien d'unités. S'il y en a plus que 10, ben, je devrais échanger encore une fois. Et normalement, je devrais retrouver mon 90. Là, le 18 fois 5, je devrais le voir à la toute fin comme il y aurait 9 jetons ici, qui seraient 9 dizaines et 0 unité. Donc, le boulier peut être utilisé aussi, mais un peu plus abstrait, en fait, que les autres matériels qu'on a vus. Donc, en guise de bilan pour les algorithmes conventionnels, là, comme j'ai dit, les algorithmes, c'est des outils qui sont complexes, qui sont compacts, qui peuvent vite avoir l'air d'une série de règles dépourvues de sens qu'il faut mémoriser. On peut noter aussi qu'il y a des erreurs qui sont strictement reliées à l'utilisation d'algorithmes. Donc, on ne les verrait même pas avec des procédures non conventionnelles, des procédures personnelles avec les élèves, mais on les voit
arriver, dans le fond, avec les procédures conventionnelles avec l'algorithme parce que les enfants ne maîtrisent pas bien ces algorithmes. D'un côté, les algorithmes du primaire, ils se décortiquent assez bien. Donc, on peut donner du sens là, de ce qui se passe avec du matériel, des dessins là, plus ou moins symboliques. Puis, l'intervention qu'on va faire, ça s'appuie sur une analyse de la difficulté de l'élève, puis on va utiliser des ressources pour essayer de pallier cette difficulté-là. Donc, vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on cherche à faire de l'élève celui qui trouve une façon qu'il comprend. Donc, c'est pas de trouver la bonne façon que tout le monde doit faire, mais de trouver une façon que lui comprend, dans le fond. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça, il n'en fera pas d'erreur. Tandis que si on essaie de lui entrer dans la gorge une méthode qu'il ne comprend pas, c'est là qu'il va y avoir plein d'erreurs pour aussi farfelues qu'elle puisse paraître. En lien avec la dernière capsule vidéo, je vous ramène à Graham Fletcher, là, qui est aux États-Unis, qui a fait des super belles vidéos pour la progression là, des opérations. J'avais mis le lien pour l'addition et soustraction. Je ne sais pas si vous aviez pu le voir, mais je vous envoie, en fait, si ça vous intéresse, d'aller voir, même si c'est en anglais, c'est assez intéressant de voir toute la progression du travail qui est fait pour les élèves en lien avec la multiplication et tout le travail pour se rendre jusqu'en 6e année à l'algorithme traditionnel, mais que d'abord, il y a beaucoup de travail qui est fait pour travailler le sens avec du matériel. Donc, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo-là, cette fois-ci pour la multiplication. Donc, je vous invite à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule-là. Donc, je crois qu'encore une fois, un peu comme c'était le même principe, la même structure que pour la capsule précédente. Donc, on a pu expliquer et illustrer l'importance des processus personnels par rapport aux structures multiplicatives. J'ai pu verbaliser avec vous correctement un algorithme conventionnel. C'est pas évident, je vous invite à le faire, à vous pratiquer de votre côté. J'ai pu analyser aussi des difficultés et des erreurs concernant un algorithme conventionnel, puis proposer une intervention là, qui s'appuie sur des raisonnements mathématiques impliqués là, pour travailler en fait la multiplication. Donc, je vous invite à vous pratiquer de votre côté, de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut aider, d'utiliser le matériel, de voir si vous êtes capable de l'expliquer de différentes façons. Puis, je pense que ça vous aidera à enseigner la multiplication éventuellement.